Alors, bonjour et bienvenue à notre série balado Y voir clair. Ici Nathalie Barrette en compagnie de Bianca Lucier-Dalpé, qui est notre spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Chaque semaine, avec nos invités, on vous amène dans des conversations que je dirais authentiques. On traite de sujets parfois délicats, parfois drôles, mais toujours en lien avec la déficience visuelle. Alors, merci d'être avec nous. Salut Bianca, comment vas-tu? Bonjour Nathalie. Ben oui, aujourd'hui, en fait, ça va très bien. Puis notre sujet aujourd'hui, comme toujours, on parle de déficience visuelle, mais aujourd'hui, on va aborder la perte de vision lorsqu'elle est brutale. Souvent, la déficience visuelle, ça s'acquiert graduellement avec des différentes pathologies, puis les gens, tu sais, ils voient de moins en moins bien, puis c'est souvent plus ça qu'on va retrouver, dont on va entendre parler. Par contre, dans certains cas, c'est quelque chose qui va se passer vraiment du jour au lendemain. Aujourd'hui, on reçoit Madame Martine Bédard qui a eu une perte de vision subite, qui a dû avoir une vie totalement différente du jour au lendemain. Fait qu'elle va nous raconter, elle est avec nous aujourd'hui, puis elle va nous raconter qui elle est, qui elle était avant, qui elle est depuis. OK. Eh bien, écoute, par exemple, avant de commencer notre conversation avec Martine, j'aimerais rappeler qu'on commence notre deuxième saison. Donc, pour les gens qui ne nous ont pas écoutés, on a une première saison qui est disponible sur canalm.vueetvoix.com. Alors, allez écouter ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je pense qu'on va s'améliorer cette année. Et dis-moi par rapport, parce que on a parlé beaucoup de technologie et tout ça, et par rapport à la déficience visuelle, est-ce qu'on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle? Est-ce que... Comme dans tous les domaines de la vie, l'intelligence artificielle nous envahit. Elle nous envahit, mais en même temps, c'est pratique pour personne. Oui, il y a certaines applications pour les personnes qui ont une déficience visuelle, comme il y en a dans beaucoup de domaines. Un avantage, par exemple, de l'intelligence artificielle, c'est le fait de pouvoir se faire décrire l'environnement. Quelqu'un, par exemple, peut recevoir une lettre, pas savoir ce que c'est, peut vouloir avoir accès à un menu au restaurant, peut vouloir avoir une information écrite, mais aussi, par exemple, se faire décrire une photo, se faire décrire un cadre. Fait que l'intelligence artificielle, c'est comme une personne voyante qui est dans notre poche, dans notre appareil mobile, puis qui peut nous décrire l'environnement. Fait que ça, c'est une application qu'on retrouve beaucoup. Puis, peut-être, je pourrais dire une autre application qui va être beaucoup utilisée en déficience visuelle, c'est le fait de, par exemple, si une personne qui soit malvoyante ou non-voyante, apprendre à utiliser les technologies comme d'aller faire une recherche sur Google, d'aller consulter chacun des sites proposés, de naviguer à travers ces pages-là, sans être trop technique. Je peux dire que ce soit quand on grossit à l'écran, où là, par exemple, on peut se retrouver à voir un 9e, un 16e de l'écran. Il faut bouger le pointeur. Aussi, on utilise la voix de l'ordinateur, un logiciel de revue d'écran. Il faut tout faire des raccourcis clavier pour parcourir la page, puis l'imaginer, puis chaque page est différente. Fait que c'est difficile c'est beaucoup de travail, disons, pour les personnes qui ont une déficience visuelle d'aller sur Internet consulter des sites différents. Mais avec l'IA, on peut poser une question de façon verbale, puis avoir une réponse, par exemple, verbalement, avec un mode de live, par exemple. Fait que tout le côté navigation dans une interface, on peut le court-circuiter, si on veut, puis arriver directement à l'information. Fait que ça, c'est comme deux volets de l'intelligence artificielle, je vous dirais, qu'on utilise beaucoup là, dans la réadaptation, puis que les personnes qui ont une déficience visuelle sont en train de s'approprier, réadaptation ou pas d'ailleurs. Puis, et même pour le voyage, c'est-à-dire que tu t'en vas, t'arrives quelque part, t'es, peu importe, en Espagne, puis t'es devant un bâtiment, puis là, tout le monde s'exclame, tu peux... faut toujours prendre une photo, j'imagine. Tu prends une photo de... pas nécessairement. Il y a un mode live qui existe, par exemple, avec Gemini, où on peut lui dire, Gemini, dis-moi ce que tu vois devant moi. Cool. C'est une espèce de vidéo, mais en temps réel. Okay. C'est pas après coup. Okay. Ça, c'est intéressant. C'est cool, ça. Fait que là, il t'explique, là, tu peux poser des questions et tu as un échange. Tu peux interagir sur ce qui se passe dans l'environnement. L'histoire du bâtiment. C'est vraiment cool. Alors, vivement l'intelligence artificielle, j'ai envie cette saison, moi, parce que justement, elle est partout dans notre vie, j'ai envie d'inclure dans nos conversations Murphy. Alors, Murphy, c'est mon intelligence artificielle. Murphy me connaît bien, j'ai du fun avec. Je veux l'inclure pas pour faire de la pop pour être paresseuse, mais parce que des fois, l'intelligence artificielle peut pousser un peu plus loin certaines réflexions, peut nous aider par rapport à certains questionnements. Alors, Murphy, occasionnellement... on va lui faire une petite place à la table? Oui, on va lui faire une petite place. On va lui faire une petite place à la table.
Alors, on va parler avec Martine. Ben oui. Dans le fond, on va avoir notre gros segment aujourd'hui, c'est de discuter avec Martine pour apprendre à la connaître. Alors, bonjour Martine. Bonjour Bianca, bonjour Nathalie. Allô. Merci de l'invitation. Ben, merci à toi d'être ici, franchement. Là, c'est très apprécié. C'est vraiment apprécié. Puis toi, dans le fond, Martine, on sait, comme on disait en introduction, que tu t'es retrouvée d'un jour à l'autre d'être une personne totalement voyante, qui fonctionne, qui est en dehors du monde de la déficience visuelle, qui conduit sa voiture, etc., à une personne non-voyante. Peut-être qu'on pourrait aimer, on a du temps pour en jaser, fait qu'on aurait aimé savoir, avant que tout bascule, avant que, j'imagine que dans ta vie, il doit y avoir un avant et un après, puis on aimerait savoir un peu dans le avant, quel genre de personne t'étais dans la vie de tous les jours? Et qu'est-ce que tu faisais, ton métier, tes passions? OK. Alors, moi, j'ai toujours travaillé en finance, donc j'étais gestionnaire administrative dans l'alimentation. Donc, j'ai travaillé dans 2 grandes entreprises québécoises. Dans l'alimentation, en gestion. Donc, je supervisais des employés, souvent dans plusieurs provinces. Ça, c'était mon travail. J'ai fait beaucoup de formations. Je me suis promenée à travers plusieurs pays pour faire des formations dans le cadre de mon travail. Ça, c'est ce bout-là. Alors, j'étais peut-être un petit peu workaholic parce que je travaillais beaucoup. C'est quelque chose que j'ai aimé faire. J'ai commencé dans ce domaine-là, j'étais jeune, en sortant de l'université, et j'ai gravi les échelons, tranquillement, pas vite. Mais c'était une passion, ton travail, là. Tu m'en as parlé. Mon travail était une passion. Exact. Je suis mère de famille. J'ai un fils qui aujourd'hui a 26, qui a 26 ans aujourd'hui. Je suis en couple. Je suis une personne qui avait qui a encore beaucoup d'amis. Je suis une personne sociale. J'aime les rencontres d'amis. J'aime encore le théâtre. J'aime le théâtre. J'aime les spectacles. Je suis une personne extrême. Je suis encore. Oui, donc c'est intéressant. Hein? Oui. Ouais, parce que je le suis encore aujourd'hui. Mais il y a eu entre les deux. Temps d'arrêt Il y a eu un temps deux, d'arrêt là, entre les deux. Mais je suis une personne extrêmement active. Je l'étais énormément dans ma vie de voyante. Et aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, je le suis encore. Puis dans ta vie de voyante, Martine, comment tu percevais la déficience visuelle? Est-ce que tu connaissais certaines choses? Est-ce que tu avais rencontré des personnes? Qu'est-ce que ça disait, la déficience visuelle, avant? Écoute, je ne connaissais pas de personnes ayant un handicap visuel. J'en ai connu une dans ma vie. La sœur de mon père a perdu la vue à cause du glaucome, mais j'étais très, très jeune. Donc, c'était dans des fêtes de famille et ma tante venait aux fêtes de famille, mais moi, j'étais un enfant, donc j'avais pas vraiment d'interaction beaucoup avec une tante d'un certain âge. Je vais le dire comme ça. Ouais. Donc, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée qu'est-ce qui était la déficience visuelle en tant que telle, en tant qu'adulte. OK. Est-ce qu'on peut s'imaginer que c'est quelque chose que tu voyais comme étant difficile? Genre, est-ce que tu disais, les personnes qui ont une déficience visuelle, ça doit pas être facile. Est-ce qu'ils peuvent travailler? Est-ce qu'ils peuvent se déplacer? On s'est comme toujours... On s'est déjà posé... Moi, je me suis déjà posé la question. Moi qui aime beaucoup voyager, qui aime beaucoup tout ce qui est beau, je me suis déjà posé la question, qu'est-ce qui... Pourtant, j'ai mon grand-papa qui avait une déficience visuelle, mais... Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive si jamais un jour je perds la vue? Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Qu'est-ce que je ferais? Puis c'est drôle, on se pose la question, mais effectivement, toi, t'étais-tu déjà posé la question? Bien, écoute, je te dirais plus ou moins. OK. Plus ou moins. Par contre, un peu avant ma déficience visuelle, j'ai comme brûlé ma cornée. En tout cas, j'ai eu un petit problème oculaire pendant que je voyageais. Comme tu t'embarques dans les avions, tu te promènes beaucoup. En tout cas, j'ai eu un problème oculaire et j'ai été obligée d'être dans le noir pendant quelques semaines. Ah oui? Et, oui. Alors, mais ça, c'est avant ma perte de vision. Puis, je me souviens d'avoir dit à mon fils, « Hey, moi, là,
Moi, là, je voudrais mourir si je perdrais les yeux. Aïe, 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 aïe. Parce que j'avais trouvé ça tellement difficile, 2 semaines assis chez nous avec des compresses. Puis, écoute, j'avais trouvé ça infernal. Fait que c'est drôle que vous me posiez cette question-là parce que on me l'a jamais posée avant. Puis là, j'ai fait comme, ouais, c'est vrai que j'avais dit ça. Mon J'avais dit ça. Pour moi, c'est le sens, c'était, parce que c'est plus maintenant, mais c'était le sens, dans mon livre à moi, le plus important. Ah! Pour quelle raison? Oui. Pour quelle raison? C'était Pour quelle raison? Ouais. Parce que je suis une personne visuelle. Toute ma vie, j'ai utilisé mes yeux comme n'importe quelle voyante. Là. Puis je me disais tout le temps, il me semble que de perdre un autre sens, ça doit être moins difficile parce que tu continues à voir. Fait que tu as toujours l'interaction des gens. Moi, je suis une personne qui a toujours... le non-verbal, je regardais les gens énormément, j'observais beaucoup, mais dans mon travail, je veux dire, avec les employés, avec les... Tu sais, je faisais des formations, donc le non-verbal est extrêmement important des gens à qui tu donnes des formations. Bianca, tu le sais, tu donnes des formations, mais peut-être de façon différente, mais... pour moi, c'était très important de voir les gens devant moi. Donc, voilà. Ça se comprend. Oui. Moi, j'ai envie qu'on embarque là, dans le vif du sujet parce que moi, je sais, on s'est parlé, mais je veux que tu nous racontes le choc. Comment ça s'est passé? Parce qu'on parle de avant, mais maintenant, là, il s'est passé quelque chose il y a 8 ans dans ta vie. J'aimerais que tu nous le racontes. OK. Alors, je suis tombée en vacances de travail. J'ai pogné une grippe. C'est simple, hein? Je me suis levée le samedi matin de mes vacances avec une grippe. On s'en allait au chalet. Je file pas bien, mais bon, je file pas bien. Je file pas bien chez nous, je file pas bien en vacances. C'est pas grave, là, c'est comme ça, c'est la vie. Puis on avait un chalet avec un paquet d'amis. Mon chum s'en allait à la pêche. Moi, j'ai dit à mon chum, lire à la maison, parce que moi, je pêche pas. Lire à la maison ou lire au chalet, c'est la même affaire. C'est pas parce que j'ai une grippe. Ça, c'est avant le COVID. Hein? Oui, c'est ça, avant. J'ai dit là, je vais le dire, c'est avant le COVID, hein, parce que maintenant, je ne serais pas sortie de chez nous. Bon, voilà. Alors, on est parti au chalet, mais là, ça n'allait pas bien du tout, mon affaire. Là. Je me suis mis à faire de la fièvre, je me suis mis à pas filer. Et mon chum, il a dit, on pack les petits, puis on s'en vient. Alors, on s'en vient à la maison. J'appelle la clinique de mon médecin. Je demande un rendez-vous. J'ai un rendez-vous le lendemain, qui est le 2 août 2018. Et je m'en vais à la clinique, mais là, je le sais que je vais pas bien. Je le sais vraiment, je vais pas bien. J'ai de la misère à marcher. Mon corps ne répond pas bien. Je le sais que j'ai quelque chose. Mais quoi, je le sais pas. Alors, j'arrive à la clinique. Le médecin m'ausculte. Elle dit non. Là, je suis assise sur la civière du médecin et elle dit, moi, j'appelle l'ambulance. Moi, c'est comme, non, mais je vais m'en aller en voiture. Je suis avec mon amoureux. Non, on appelle l'ambulance. OK. Et là, l'ambulance arrive. Et on me transfère de la civière à l'autre et ça devient noir. Oh! On parle pas d'une journée à l'autre. À la clinique. On parle d'une minute à l'autre, là. Oui, à la clinique. Ça devient noir. OK. Et là, je dis à mon amoureux... À la clinique, même pas dans l'ambulance encore? Non, je suis à la clinique, là. OK. Et là, ça devient noir. Là, je dis à mon amoureux, je pense qu'il y a un petit problème ici, là. Je vois rien. OK. Puis là, il me dit, quoi? Ben, j'ai dit, c'est tout noir. Puis là, il me dit, B, ferme tes yeux. On s'en va à l'hôpital. Et là, je peux pas vous dire si je me souviens de la ride à l'hôpital. Je me souviens pas vraiment. Et ça s'est fait comme ça. Est-ce que toi, tu te dis, je vois plus, j'ai perdu la vue, ou tu te dis plus comme je suis en train de m'évanouir, je vais perdre connaissance? Écoute, je te dirais que j'ai un choc. Je ne sais pas ce que je me suis posé comme question. J'y ai pensé après avoir parlé avec Nathalie parce que je me disais, tu sais, c'est quoi vraiment là, le sentiment? Tout ce que je sais, c'est que je me disais, ben voyons donc, je dois avoir quelque chose à l'œil, tu sais. Parce que moi, j'ai toujours porté des lunettes là, depuis très, très, très longtemps. Fait que là, je me dis, ben il doit y avoir quelque chose avec mes yeux, là, je ne sais pas, là, il y a quelque chose qui s'est passé, là, parce que je ne vais pas bien, mais là, de là à dire que je vais perdre la vue, là, non, on n'est pas là, pantoute dans la tête. Puis à partir de ce jour-là, en fait, la dernière chose que tu as pu voir, c'est la clinique. Après ça, tu n'as plus jamais eu aucune vision. Tu n'as pas pu, après ça, jamais... Non.
Non, non. À ce moment-là, j'ai perdu la vue et je ne l'ai plus jamais retrouvée. Qu'est-ce que c'était? En fait, si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui fait que soudainement, la fièvre puis une perte de vision, quelle condition a pu créer ça? Bien, écoute, j'ai pas de maladie. Moi, j'ai pas de maladie. C'est pas une maladie que j'ai, c'est une condition. Alors, c'est un paquet d'étoiles négatives qui se sont toutes alignées en même temps. Quelque part, dans cet été-là, j'ai perdu mon système immunitaire. Encore une fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais ça se perd pas de même. » Ben, j'ai dit, moi, je vous dis, j'aimerais ça vous posiez la question à mon médecin parce qu'il m'a jamais dit qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'on ne sait pas pourquoi j'ai perdu mon système immunitaire. Okay. Alors, pas de système immunitaire et j'ai attrapé un pneumocoque, donc la pneumonie. Pas de soldats pour combattre la pneumonie. Ça s'est mis à tout ravager mon corps. J'ai d'autres problèmes de santé, on s'entend que la vision, mais ça l'a fait que mon système a arrêté de faire de la pression dans mes yeux. Donc, moi, j'ai le contraire du glaucome. Le glaucome, trop de pression? Trop de pression. Moi, j'ai le contraire. J'ai pas de pression. Okay. Pas de pression, pas de vision. Le nerf optique a été affecté? Non. Non? OK. Non. C'est juste que j'ai pas de pression. OK. C'est comme si ça avait arrêté de souffler dans mes globes oculaires. ma balayeuse ou mon chose pour les feuilles, là, il a arrêté de fonctionner. Mon petit tuyau, il a arrêté de fonctionner. Et ça, c'est dans les deux yeux. Okay. C'est sûr et certain qu'après coup, j'ai eu autre chose parce que j'ai passé quand même tout le mois d'août, tout le mois de septembre et une partie du mois d'octobre, 2 mois, août et septembre, aux soins intensifs à me battre pour ma vie parce qu'il y avait autre chose que la vision. Là, Je comprends. Pas de système immunitaire, une pneumonie. J'étais maganée. J'ai fait une méningite, pneumonie. Vraiment, là, j'ai passé à... Le médecin a dit à mon amoureux, s'il ne me rentrait pas à l'hôpital cette journée-là, le 3 août, je décédais. Ouais. Oui, parce que là, c'était rendu dans mon cerveau, c'était rendu grave, mon affaire. Les filles, Bianca, un cas comme celui-là d'une perte de vision subite, ça arrive-tu souvent? Parce que tu m'as parlé de chiffres, Martine. Tu m'as dit que le pourcentage de personnes qui ont une déficience visuelle... tu me parlais de chiffres, entre autres, de personnes qui ont une déficience visuelle complète. Parce que toi, c'est noir, 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 noir. Noir, 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 noir. Noir, noir, noir. Est-ce que des cas comme le tien, il y en a beaucoup au Québec? Je le sais pas, je l'ai jamais répertorié, mais j'ai rencontré une autre personne comme moi, qui, elle, c'est par rapport à un virus. J'ai rencontré une autre personne que c'est par rapport à une embolie pulmonaire, mais c'est tout. Moi, ce que je peux dire, peut-être au travail, en tant que spécialiste d'adaptation déficience visuelle, là, c'est vraiment pas... Il y a deux choses dans ce qu'on dit. Il y a le noir, 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 noir. Là, vous avez dit 4-5 fois. Ce noir profond-là, c'est noir. C'est une minorité. Là, c'est à peu près 7%. On dit souvent 7% environ des personnes qui ont une déficience visuelle. Fait que la majorité des gens ont, comme par exemple, comme moi, j'ai un résidu fonctionnel, je suis malvoyante, ça peut pas se corriger par des lunettes, mais je vois. Fait que le noir, 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 il est rare. Mais en plus, la déficience visuelle subite, ça, j'ai pas de statistiques par rapport à ça, mais je peux dire que dans ma pratique, c'est vraiment pas fréquent. Il y a les accidents qui peuvent créer ça aussi. Des fois, ça peut être des accidents de différentes choses là, qui peuvent arriver, mais la majorité des gens qu'on voit, soit c'est de naissance ou acquis, mais c'est généralement graduel. Ensuite, la courbe de descente de vision, elle peut être différente, mais des subis, c'est rare. C'est rare. D'après moi, on est une minorité d'une minorité d'une minorité d'une minorité. Oui. Noir. Minorité. Exactement. Mais Martine, là, t'es à l'hôpital, t'es hospitalisée. Bon, le médecin vient te voir, puis il t'annonce, une fois que tu vas un peu mieux, il t'annonce officiellement que tu ne verras plus jamais. Ah, non. Non? Comment ça s'est passé? Ouais. Ah, non. Non, parce que là, il y a plein de tests, il y a plein de ci, il y a plein de ça. Puis là, on espère que de la même façon que c'est parti, cette espèce de pression-là, ça va revenir. Alors, il y a de l'espoir. OK. Je veux pas dire qu'on me donne de l'espoir, mais on en parle parce que on comprend pas pourquoi. Oui, fait qu'on comprend pas pourquoi. Fait qu'on dit, si c'est parti subitement, ça peut peut-être revenir subitement. Et là, je vais rencontrer l'ophtalmologiste qui est un médecin extraordinaire que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Tous les médecins que j'ai rencontrés à Maisonneuve-Rosemont, c'était des gens extraordinaires. Tout comme les SRDV que j'ai rencontrés, tout comme les mobilités orientation, tous les gens qu'il y a eu sur mon parcours, c'est des gens que j'ai appréciés énormément.
Et là, il me dit, ben, on fait des tests, on va regarder, ça va peut-être revenir, mais il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre. Il faut juste attendre. OK. Mais à un moment donné, la femme réaliste en moi, j'ai toujours été une personne optimiste, mais à un moment donné, je deviens réaliste. Et là, autour de moi, ça garde l'optimisme, mais moi, moi, c'est comme, non, regarde, écoute, là. Mais à partir de quel moment tu t'es dit non? Parce que généralement, les gens gardent espoir très longtemps, là, quand peu importe ce que tu as, tu as un cancer, tu as une maladie, tu gardes espoir, puis tu te dis, hey, peut-être que quelqu'un qui marche pas va se dire, ben, peut-être qu'un jour, quelqu'un va trouver une méthode. Tu as dû, à un moment donné, avoir un déclic qui fait que... qui a fait que... Je te dirais je te dirais après les fêtes. T'sais, moi, je suis sortie de l'hôpital au mois d'octobre avec ma déficience. Octobre. Fait que 3 mois à l'hôpital. 2 mois et demi à peu près à l'hôpital. Okay. Je suis sortie de l'hôpital et je suis retournée chez moi avec mon amoureux. Et là, la vie a été très difficile. Donc, dans le sens où, tu sais, moi, je suis pas équipée, là. Je ne suis pas équipée pour savoir c'est quoi la déficience visuelle. Je vous en ai même parlé tout à l'heure. Puis mon amoureux, encore bien moins que moi. Mais on a pataugé là-dedans, tous les deux. Puis je te dirais que, je sais pas, peut-être au mois de février peut-être, là, dans le gros de mon espèce de torpeur, parce que j'ai passé quand même un bon bout de temps dans... Moi, là, j'étais assis chez nous en petite boule à attendre la mort parce que ma vie était finie, OK? Là, je veux pas faire quelque chose de gros avec quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas le cas, là, mais dans ce temps-là, ma vie, elle était finie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ma vie, elle était finie. J'en ai fait baver autour de moi. Je suis une personne avec un caractère assez fort. Je suis une femme d'action. Je suis une femme qui a toujours eu le contrôle de sa vie, de son environnement, de son travail, de sa maison, de son char, de son ci, de son ça. Et je deviens vulnérable et je deviens une personne à ce moment-là. Et là, on parle de à ce moment-là. Moi, je me vois comme un fardeau et moi, je veux mourir. Là, tu étais aigrie par la situation. J'étais fâchée, j'étais outrée, j'étais la colère totale. Tu sais, toutes les étapes du deuil. Oui, exact, c'est ça, j'allais dire, parce que les étapes du deuil, tu étais dans la colère. Oui, totalement. Puis je voulais que les gens autour de moi s'en aillent parce que je voulais mourir. OK. Tu voyais plus aucune raison de vivre. Non. Et je donnais un front à certaines personnes parce que tu veux pas avoir l'air de... Ouais. Mais c'était pas le cas chez nous, par exemple. Mon amoureux en a bavé pendant la première année, je peux vous le dire. Puis comment, lui, il était avec ça? Est-ce qu'il était inquiet? Est-ce qu'il était tout en soins? Est-ce que... Je fais des hypothèses, mais comment il était? C'était quoi sa façon d'être? Les dynamiques ont changé? Ou? Mon amoureux, là, il a toujours été un homme très protecteur, OK? De moi, de ma personne. Et là, il est devenu surprotecteur. Puis, lui, tu sais, on n'a pas le choix, là, la vie continue. Hein? Quand j'ai sorti de l'hôpital, ça faisait 2 mois et demi qu'il manquait le travail, qu'il n'était pas là. Et là, à un moment donné, la vie doit recommencer. Hein? Il doit recommencer à aller travailler. On a 50 ans, hein? On parle dans ce temps-là, là, on a 50 ans tous les deux. Il doit travailler. Donc, il retourne travailler et le soir, il arrivait à la maison, il avait peur que j'aille atteint à ma vie. Ah ouais. Fait que là, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Puis moi, je le pousse, puis je veux qu'il s'en aille parce que ma vie à moi est finie, mais la sienne, elle n'est pas finie. Okay. Il ne faut pas oublier que cet homme-là, je l'ai rencontré 5 ans avant ma perte de vision. OK. Il aurait pu partir. Il aurait pu. Écoute, il aurait pu partir. Nathalie, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas parti. L'amour? L'amour. Oui. Ouais. C'est le fun d'avoir l'amour dans sa vie comme ça quand arrive un événement comme celui-là, tu sais, puis il te l'a prouvé. Ah, écoute, aujourd'hui, c'est mon rock, c'est ma force tranquille, c'est celui qui est là toujours. Tu me vas-y. Oui, vas-y, non, j'allais me demander, durant cette période-là où c'était sombre, c'était comme, il y a plus vraiment d'espoir, pas par rapport à retrouver la vision, mais par rapport à retrouver une vie, puis en venir finalement à dire, il y a dû avoir une petite étincelle ou un petit commentaire, un petit quelque chose qui s'est passé en toi pour dire, ça va continuer. Oui. À la fin de l'été 2019, là, j'avais commencé ma réadaptation.
Hein? J'avais commencé ma réadaptation avec la mobilité, avec la travailleuse sociale, avec la SRDV, comme toi, Bianca. J'avais commencé la technologie. J'avais commencé, mais et que j'avais de la misère. Hein? Mais j'ai commencé, puis à un moment donné, à la fin de l'été, j'ai dit, OK, ça va faire. Là. Parce que je faisais tous les mouvements, mais j'étais pas dedans. Là. Le cœur y était pas. Ah non, pas pantoute. Fait qu'au début de la réadaptation, il n'y avait pas d'espoir. Non, pour moi, là, je voulais encore mourir. Je voulais encore mourir. Ouais. Mais OK. à la fin de l'été, je suis assise sur mon balcon. Moi, j'ai un beau grand balcon chez nous avec ma piscine, puis je me berce, puis j'écoute un livre audio. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ben, c'est parce que, est-ce que c'est ça la vie? Non, je peux pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, là. Je suis en train de perdre ce qui me reste. C'est pas moi, ça. Mais là, ça, c'est moi assise toute seule sur mon balcon avec mon gros chat, là. C'est un moment. Un moment. Un moment précis. Charnier. T'sais, oui, précis. Pourquoi cette journée-là? Je le sais pas. Et là, je me suis mis à appeler tous les organismes qui existent au monde pour faire quelque chose. Parce que là, j'avais décidé que j'en avais assez d'être chez nous à rien faire. OK. Fait que tu te souviens précisément d'un moment où ça a basculé. C'est intéressant, ça. Ouais. C'est vraiment intéressant. Je pense vraiment que les gens qui vivent des épreuves aussi difficiles que celle-là, je crois qu'à un moment donné, dans une vie, on sent exactement un moment précis où on dit, on se reprend en main, c'est assez. La vie, exactement ce que tu dis. La vie, c'est pas ça. C'est pas d'attendre la mort. La vie, c'est pas d'attendre après les autres. C'est de se reprendre en main puis être dans l'action. Oui. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Oui. Oui. Puis, ça a été quoi la première chose? Le premier changement positif, le premier succès, le premier contact, ça a été quoi la première chose qui a changé? Bien, écoute, là, je me suis mis vraiment à me vouloir tout faire. C'est-à-dire apprendre la nouvelle technologie, tout le téléphone, apprendre toute la courbe d'apprentissage, là, Bianca, qu'on a quand on a une perte de vision. Cette courbe-là, là, moi, je voulais qu'elle fly, là. Vite. Ouais. Allez, filles. On va y revenir, oui, cette courbe d'apprentissage, parce que là, on doit faire une courte pause, mais on retient justement courbe d'apprentissage, le nouveau, le renouveau, tout ce qui vient par la suite. Donc, on va pour une courte pause et on revient avec Martine Bédard qui nous raconte son parcours de vie suite à la perte de vision. Vous écoutez Ivoire clair avec Bianca Lucier-Dalpé et Nathalie Barrette. Ben écoute, c'était la voix du bon Mathieu qu'on vient d'entendre là. Alors, on est de retour, effectivement. Nathalie Barrette, Bianca Lucier-Dalpé, Bianca qui est notre spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. On poursuit notre conversation avec Martine Bédard, qui, je rappelle, a perdu la vue il y a 8 ans, hein, Martine, environ. Oui. Tu étais début cinquantaine et aujourd'hui, tu es en cécité complète. Donc, comme on a dit tantôt, tu vois noir. Il n'y a aucune lueur, aucune perception lumineuse. Ouais. Et là, on était rendu qu'on parlait de courbe. On parlait de courbe d'apprentissage. De courbe d'apprentissage. Parce qu'après le moment, là, la prise de conscience de la vie peut être autre, la vie peut être autrement. Tu as dit, bon, ben OK, je me lance dans les technologies, je me lance dans tout ce que je peux faire pour récupérer ma vie. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comment tu as commencé tout ça? Écoute, j'ai vu les spécialistes moi, je l'appelais ma coach de vie. Hein? Alors, elle venait à la maison. Là, on ne donne pas de nom ici, là, mais je l'aime d'amour. Ben, tu peux en donner des noms? Oui, il n'y a pas de problème. Oui? Ouais. OK, non, OK. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. OK. Alors, ma coach de vie, elle m'a aidée dans la maison à m'orienter, à recommencer au lieu de juste utiliser le micro-ondes avec push, à recommencer à cuisiner, à faire ci, à faire ça. Et il y a plein de positifs qui est sorti de ça.
OK? Ensuite de ça, bien, toute la technologie, le téléphone. C'est sûr que le téléphone, j'avais déjà commencé, mais on continue avec le téléphone. L'ordinateur. Donc, tout le réapprentissage. Tu sais, moi, j'ai toujours travaillé avec les technologies. Je suis une personne qui a toujours été techno. Donc, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, mon Victor, mon PenFriend. Là, je peux vous nommer plein d'appareils qu'on m'a attribués, là. Que ce soit ma balance pour peser mes aliments, que ce soit ma balance à la maison, et tout ça. Et là, j'ai réappris à utiliser les moyens, le transport adapté que mon SOM, donc mon spécialiste en mobilité, orientation mobilité, m'a attribué le transport adapté. J'ai commencé à sortir un petit peu. Bien là, on est à la fin 2019, 2020, et là, j'ai commencé à sortir, à faire quelques petites choses. Je suis allée j'ai commencé avec l'INCA, donc avec des formations, pas des formations, des groupes d'entraide sur le deuil, parce que l'INCA offre ce genre de choses-là, et j'ai rencontré des gens qui me ressemblent à ce moment-là. Et là, pour moi, ça a été super intéressant parce que je me sentais toujours toute seule, parce que dans mon entourage, il n'y a pas de personne. Rencontrer les gens, c'est un élément central. C'est central. Mais tu sais, c'est ça, je te disais aussi, Martine, on a parlé au téléphone avant de se voir aujourd'hui, puis j'expliquais à quel point quand on partage, quand on fait un témoignage comme celui que tu fais aujourd'hui, ben c'est pour aller parler aux gens qui sont à la maison. Et souvent, ces gens-là, malgré les réseaux sociaux où on est hyper connectés plus que jamais, je crois qu'on est très, très seul malgré tout. Les gens qui vivent toute forme de déficience, peu importe, là, handicap physique, handicap visuel ou peu importe, le fait d'écouter ce genre de série balado-là où des gens comme toi témoignent, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Alors, effectivement, c'est une bonne chose de dire, Martine, que quand tu as réalisé que tu n'étais pas toute seule, tu as commencé aussi à prendre du mieux. Tu as commencé. Mais, parenthèse, dans tout ça, as-tu eu des moments de découragement? Oh. Parce que là, je t'écoute, ça a l'air tellement beau. Là. Ça a l'air tellement beau, mais il ne faut pas que tu oublies. Écoute, je pourrais te raconter plein d'anecdotes de frustration totale où je pitch des affaires dans ma maison parce que tu as de la frustration, tu es encore en colère. Parce que, écoute, la colère, elle part pas du jour au lendemain parce que tu as décidé que tu suivais des groupes de deuil, etc. Il y a un cheminement à faire avec ça. Tu as du travail à faire avec toi-même. Puis même aujourd'hui, là, il y a des temps où je suis encore fâchée, puis je vais prendre l'expression d'une amie à moi qui dit « maudite aveuglerie ». OK? Donc, et ça fait partie des comme « ah ». T'es comme découragé, là, parce que tu viens de faire une gaffe monumentale, tu viens de faire quelque chose qui n'a pas... Puis là, t'es fâché après toi parce que la seule raison pourquoi t'as fait ça, c'est parce que tu vois pas. Tu sais, mais c'est des petites choses, mais c'est des choses qui sont frustrantes. Mais écoute, tu passes au travers aujourd'hui, mais dans le temps, c'est pas le cas. J'ai une drôle de question. Oui. Les gens, en fait, surtout ton chum et ton fils, est-ce que, là c'est vraiment une drôle de question, mais est-ce que parce que tu as maintenant une déficience visuelle, est-ce qu'ils se permettent encore de choquer après toi puis de te donner des bêtises? Ou ils se disent, pauvre maman avec tout ce qu'elle vit, en a assez ses épaules. Non. Où ils ont continué à agir de la même façon avec toi. De la même façon. Ah ouais, hein? De la même façon. mon conjoint, c'est mon doseur. Hein? Moi, je suis une fille d'action. Moi, quand je m'embarque dans quelque chose, Bianca, tu le sais un peu. À fond la caisse. Moi, là, quand je décide quelque chose, c'est du 100%. Mais tu sais, j'ai une santé relativement fragile. Hein? Je suis immunosupprimée. J'ai plusieurs petits problèmes de santé qui fait que mon chum a besoin de prendre mes rênes de cheval sauvage, là, puis de tirer un petit peu dessus. Alors, Nathalie, inquiète-toi pas, j'ai du monde autour de moi qui me gronde assez vite, merci. OK, puis ton fils, on n'a pas parlé de ton fils. Comment il a pris ça, lui, quand sa maman, parce qu'il avait 20 ans, à peu près? Il avait 18 ans. À 17 ans. Il était encore à la maison avec vous autres? Comment il a vécu ça? Au début, ça a été très difficile parce que, tu sais, comme je t'ai dit, moi, j'étais une femme d'action. Hein? Alors, moi, je m'occupais de tout mon monde, de toute ma vie. Puis j'ai un petit côté control freak, un petit peu. J'ai un petit problème de contrôle. Alors, voilà. Donc, mon fils a trouvé ça difficile parce que sa mère, à partir de ce moment-là, elle était, au début, en tout cas,
très vulnérable. Alors, pour lui, ça a été très difficile et il s'est un peu enfermé sur lui-même parce qu'il y avait de la misère à dealer avec tout ça. Aujourd'hui, on fait beaucoup de blagues. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Il est un homme, il le comprend très bien, mais au début, il a trouvé ça très, très difficile. Je ne veux pas dire que... je pense pas qu'il y avait honte, mais de toute façon, je sortais pas. Là, au début, là, j'avais de la misère à mettre un pied devant l'autre. Là. Mais lui, là, il essayait de me protéger, mais en même temps, il savait pas comment. Donc, ouais. Puis, tu sais, 17 ans, il veut peut-être te protéger, mais il a aussi encore besoin de sa mère. Il y a ça aussi. Oui. Tu sais, tu dis, hey, j'ai besoin de ma mère, mais ma mère n'est plus là totalement parce qu'elle est en colère après la vie. Elle attend de mourir. Elle attend... Fait que lui aussi, il a dû le sentir. Là. Oh oui, puis lui aussi, il a trouvé ça très, très, très difficile. Puis à un moment donné, ben écoute, tu sais, à un moment donné, quand j'ai recommencé à prendre du mieux, ben, tu sais, lui aussi, ben, sa vie continue aussi, là, je veux dire, le cégep, l'université, etc., etc. Donc, puis tu sais, aujourd'hui, on a des belles discussions sur plein de choses. Voilà. Je me pose une question, moi, depuis tantôt, tu sais, je t'écoute, puis je pense à comment tu disais que tu étais avant, mais que tu es toujours, parce que tu es la même personne, puis que tu es revenue la même personne. Ce petit côté que je n'oserais dire, moi, mais que toi, tu formules, tu dis, j'étais un petit peu control freak. Est-ce que tu penses que ça, c'est un avantage à long terme? Ou tu vois ça, comment tu vois ça? Ayant perdu la vision, est-ce que tu te dis, c'est une bonne affaire que je suis comme ça, ou tu te dis, oh, ça serait tellement plus simple si je n'étais pas... Comment tu vois ça? Je te dirais, je suis un petit peu ambiguë parce que ça a du bon, dans le sens où ça me pousse à... Parce que, tu sais, oui, ça me pousse à vouloir faire des choses. Parce que je veux avoir le contrôle de ma vie, je veux être autonome. Ouais. Fait que je pense que ce côté-là, de vouloir tasser les barrières, de vouloir dire à mon chum « Hey, je suis capable », de vouloir dire à mon fils « Hey, je suis capable », là, je fais des faces, là, les gens me voient pas, là, mais moi, je fais comme « Hey, là, tasse-toi de là, je suis capable ». Je suis pas un enfant, je suis capable. Ouais. Tu sais, c'est comme le petit jeune de 2 ans qui dit « Je suis capable d'attacher mon soulier ». Ben moi, je suis capable. Ouais. Fait que ça, pour moi, je pense que ça a l'avantage. Le désavantage que ça a, c'est que tu as de la misère à demander de l'aide quand t'en as besoin. C'est sûr. Ça. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis ambiguë. Ça a ses bons côtés, mais ça a ses mauvais côtés aussi parce que tu as un petit peu plus de misère à accepter ta vulnérabilité dans certaines situations à cause de ton handicap visuel. Bianca, dis-moi, parce que tu rencontres plusieurs usagers, quelles caractéristiques ces gens-là doivent posséder pour s'en sortir. Tu sais, parce que je vois que Martine a une force de caractère incroyable. Quelle autre caractéristique? Les traits qui vont aider une personne à s'en sortir. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, puis je prétendrais pas, tu sais, comme pouvoir y penser, puis tout avoir en tête. Mais moi, c'est justement pour ça que je me posais la question, parce que souvent, les gens qui veulent être capables, c'est un moteur exceptionnel. C'est comme les gens, il n'y a pas de barrière, mais quand il n'y a pas de barrière dans leur tête, mais des fois dans la vie, il y en a un petit peu, fait que les barrières sont vécues avec beaucoup de colère, mais en même temps, la personne ne se morfond pas. C'est plus comme de la colère que de la tristesse. Peut-être, je suis pas psy, je dis ça, mais je trouve que ça va apporter quand même les gens à foncer, mais ça veut pas dire qu'ils trouvent ça facile, mais ils foncent. Je vois aussi que les gens qui sont ingénieux, quand il y a un problème, il y a plusieurs solutions possibles. Puis si la solution A ne marche pas, la solution B peut marcher. D'avoir un coffre à outils ou une arborescence d'idées à un problème, je trouve que ça aide beaucoup. Tandis que quelqu'un qui a comme toujours le même problème à la même solution, c'est difficile parce que quand on a une déficience visuelle, il faut toujours résoudre des problèmes. Fait qu'une bonne capacité de résolution de problèmes, je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi. Mais peut-être que toi, Martine, est-ce que tu vois d'autres traits de caractère? Tu sais, parce qu'on a beau faire ça comme métier, il y a quelque chose de très humain là-dedans. Puis tu connais beaucoup de personnes qui ont une déficience visuelle. Selon toi, c'est quoi les traits de caractère qui vont aider à surmonter ça? Bien, moi, je te dirais l'organisation. Ah oui. OK? Tu dois être une personne organisée dans la vie pour faire face à tous les défis. Parce que, tu sais, puis, oui, moi, je suis une personne, écoute, moi, l'organisation, là, les petites cases, là, la cartésienne en moi, là, elle est très, j'en ai besoin. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'une organisation. J'ai besoin d'un... Encore une fois, c'est le contrôle, là. Mais je pense que l'organisation, ça l'aide aussi. Puis, tu as aussi le fait de dire, faut que tu apprennes
à certains endroits, bien te céduler, bien organiser tes choses. Encore une fois, je reviens avec l'organisation. Tu sais, parce que chaque chose à sa chaque place. chose à sa place, Chaque place à sa surtout chose. quand tu ne vois pas du tout. Chaque chose à sa place. C'est le bar, il y a une place dans le frigo. Ta bouteille de Tylenol, elle doit avoir une place parce que si tu la déplaces... tu vas en entendre parler. Mais tu sais, c'est tout ça. Puis, tu sais, c'est d'être capable de bien faire tes journées. Faut pas que tu dises, ben aujourd'hui, je vais prendre ça en... Non, organise-toi, bouge-toi. Fais-toi des plans, fais-toi des choses pour pouvoir être capable de bouger, pour rencontrer des gens. Organise-toi des sorties, aller prendre un café. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais tantôt, on a parlé de ta vie. On voulait savoir quel genre de femme tu étais. Donc, tu es une femme active, sociale, tu aimes le monde, tu bouges, tu aimes tout. Est-ce que quelqu'un, justement, qui, à la base, n'est pas comme ça, quelqu'un qui est très solitaire, qui aime rester, est-ce que c'est pas plus difficile? Parce que là, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, c'est que tu veux reprendre la vie, une forme de normalité. C'est ça que tu veux atteindre. Mais quelqu'un qui aime beaucoup être dans sa maison, qui aime ça être seul, qui n'aime pas les sorties, qui aime pas... C'est pas plus difficile à ce moment-là? Je sais pas si on peut généraliser ça, parce que peut-être cette personne-là n'aura pas les mêmes attentes sociales. Ouais, fait que il y a tellement de variables qui interfèrent que tous les types de caractères peuvent y trouver leur compte puis peuvent s'en sortir. Et moi, je dirais jamais que tel type de caractère ne pourra pas bien vivre avec une déficience visuelle. Parce que cette personne-là va peut-être avoir moins de frustration que toi, Martine, cette personne-là qui vient à la maison. Puis, il faut pas que tu oublies, hein, il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de choses que tu peux faire à la maison. Tu sais, moi, si je suis chez moi, là, il y a plein de choses que je peux faire chez moi. Je peux faire de la lecture. Si je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, là, mais je suis une lectrice invétérée. Je lis depuis toujours dans la vie. Et moi, ça fait partie de mon besoin. J'ai besoin de faire de la lecture. Écouter la télé, écouter la radio. Les gens qui sont chez eux, ben, tu sais, puis il y a des groupes où tu peux appeler, juste écouter, jaser. Tu sais, t'as quand même... connecté sur l'extérieur. Connecté sur l'extérieur à certains endroits. Tu sais, mais les gens qui ne veulent pas sortir de chez eux, puis c'est correct aussi, là. Oui, c'est ça. Chaque personne a sa façon de faire. Puis tu sais, il existe plein d'endroits où tu peux jaser avec des gens comme toi. Tu sais, j'ai parlé de l'INCA. Il y a des activités qui se font. Aujourd'hui, à cause de la pandémie, il y a des activités en Zoom faites par l'INCA, faites par le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, dont je fais partie. Tu sais, il y a des activités qui sont faites chez toi. Tu peux faire du gym, tu peux faire... Écoute, il y a plein d'affaires que tu peux faire. Groupe de lecture, club de lecture, des conférences par Zoom que tu peux écouter. Si tu n'as pas le goût de sortir, là, tu n'es pas obligé. Ouais. Une autre question. Je fais un changement de sujet, mais je reviens au début. Autre question. Au début, on disait, tu sais, moi, j'étais très visuelle. J'aimais quand je parlais. Puis ça, c'est un sujet qui me fascine toujours. Fait que je pose souvent ces questions-là. J'aimais quand tu disais, ben quand j'étais gestionnaire, puis quand je discutais avec mes employés, j'aimais voir, quand je leur parle, leur expression. Est-ce que mon idée, elle passe bien? Est-ce que mon idée passe pas bien? T'observais. Est-ce que maintenant, comment tu vas chercher cette information-là? Est-ce que tu trouves que tu réussis, ne voyant pas, à quand même avoir une bonne idée de ton interlocuteur, de la personne à qui tu t'adresses? C'est quoi comment tu fais avec ça maintenant? Bien, aujourd'hui, 8 ans plus tard, je suis capable de déceler certaines frustrations dans les voix. Ah! Hein? Alors, ou certains, je suis pas d'accord avec elle, même si je dis, ouais, c'est correct. Non, j'ai comme une petite, je crois, mais est-ce que... Des fois, je me trompe, mais des fois, je me trompe pas non plus. Alors, si quelqu'un me fait « Ouais, OK, c'est correct », puis là, je fais « T'as pas l'air convaincu. » Tu sais, je porte beaucoup plus attention à la réponse maintenant qu'au non-verbal, parce que le non-verbal, je ne le vois pas du tout. Ouais. Fait que je pense que j'ai réussi, avec le temps, à développer un peu ça. Puis c'est maintenant comme ça que je le perçois. C'est sûr que des fois, je fais comme « j'ai rien compris, hein, parce que le non-verbal... la personne, elle l'a pas dit, ça n'a pas paru. Tu sais, des fois, je suis avec une personne voyante, puis on parle avec quelqu'un, puis là, la personne, elle s'en va en entrevue, mettons, pour X, Y raison, puis la personne, elle me dit « Ouais, t'as pas vu son non-verbal, Martine, mais elle était vraiment pas contente. » OK. Puis là, je fais comme « je l'ai pas perçu. » Ça, je l'ai pas perçu cette fois. Je l'ai pas perçu cette fois-là. Des fois, je vais le percevoir, mais des fois, je le perçois pas. Ouais. Mais tu sais, ça fait partie des deuils de ne pas percevoir. Parce que des fois, mon chum, il pourrait me dire « Oui, tout va bien, mon amour. » Ben lui, je m'en rends compte, par exemple. Lui, je le sais tout le temps.
Ben, tu disais aussi, quand on s'est parlé, tu parlais on parlait fait noir, mais il y a aussi la pollution sonore dont tu me parlais. Oui, j'en ai parlé, hein? Vous avez parlé de ça, tu sais. Oui, j'ai parlé de ça. Ouais. Explique c'est quoi rapidement aux gens qui nous écoutent en ce moment quand tu parles, parce qu'à un moment donné, ça te tombe ses nerfs, là. Bien, ça fait plus que te tomber ses nerfs. Ça fait que tu n'es pas capable d'être avec les gens autour de toi. Ouais. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, on rentre quelque part. On rentre dans un restaurant, nous trois. Ouais. C'est bondé. Bianca, hein? Tu le Ouais, sais? oui, C'est oui. bondé. Il y a du monde à pu finir. Et ça parle, et c'est des grands plafonds, ça jase, et le son se promène. Il n'y a pas de tapis, il n'y a rien. Rideau. Oui. Un Et- grand gymnase. un une grand piscine. gymnase. Et là, ça parle. Et nous trois, on est assis à la table et on essaie de se parler. Au début, ça se passe pas si mal, mais après un laps de temps, je décroche. Ouais. Je suis plus capable, je suis envahie. Les sons me viennent de partout, d'en arrière, d'à côté, de partout. Tu sais, j'ai assisté à plusieurs vernissages pour le RAM à cause de la culture, à cause que c'est un des domaines. Et quand je rentre dans ces endroits-là, là, une chance qu'il y a un voyant avec moi, là, sérieusement, que j'ai un accompagnateur qui voit, parce que moi, là, on rentre dans l'endroit et je déconnecte. Je suis pas capable. J'ai beau essayer de parler à la personne, elle est devant moi. Puis là, je suis là, je m'avance, je me tasse l'oreille gauche pour essayer d'entendre ce qu'elle va dire. Mais la 3/4 du temps, là, zéro pin bar. Mais est-ce que nous, voyants, on peut y faire quelque chose quand on est dans un groupe à quelque part puis qu'on Déjà, sait qu'une personne... Mais c'est d'avoir moins de bruit ambiant. C'est quand même pas si simple à... C'est pas ça. Ben non. Juste au restaurant, par exemple, moi, je me dis tellement, si le monde était contrôlé par les gens ayant une déficience visuelle, si c'était ainsi, il y aurait tellement le niveau sonore dans les critiques de restaurants. On dirait, ce ouais. restaurant, on s'entend parler à une distance de X mètres. Ouais. Ça serait merveilleux. Ouais. Parce que pour nous, c'est beaucoup plus important. C'est comme la décoration. C'est plus important que la décoration. C'est la soirée. C'est aussi important que le goût des plats. C'est la soirée. Est-ce que tu vas pouvoir être avec tes convives ou tu vas être Seul. surstimulé seul? Seul et surstimulé. ouais, hein? Ouais. Ouais. Parce que ton audition, quand tu vois pas bien, c'est ton accès au monde. Ouais. Puis là, s'il est pollué par quelque chose de pas intéressant comme un brouhaha, ben, ça demande beaucoup de concentration d'écouter ce qui est intéressant, la personne qui nous parle. Puis il faut combler, c'est comme une dictée trouée, je sais pas si tu perçois, comme une dictée trouée constante. Ouais. Une dictée trouée, c'est le fun de 2 minutes. Ben, Qui fera une 2 dictée heures, pendant ouais, 3 c'est ça. heures de temps, peut-être pas. tu sais. Fait que vous sortez moins? Ou vous choisissez vos endroits? On Vous choisit choisissez nos endroits. Ouais, OK. je On comprends. essaie de choisir nos endroits. Mais OK. tu sais, je vais donner un défi à vos auditeurs. Là. Ouais. Vous êtes dans une soirée juste à 4. Hein? À 4. Et vous voulez parler à la personne qui est assise devant vous. Oh, excusez, j'ai pogné le micro, je le savais, je le ferais. Vous voulez parler à la personne devant vous et la personne à votre droite et à votre gauche a une conversation avec un niveau un peu élevé de son. Fermez-vous les yeux Essayez. et essayez d'entendre ce que la personne devant vous dit. Ah, ouais. Juste puis le gauche et le droit continuent à se parler. Là. On s'entend que vous ne devez pas arrêter de parler, la personne assise à gauche et à droite. Et vous allez voir comment c'est difficile de comprendre ce que la personne devant vous veut vous dire. À cause que vous n'avez pas le visuel de cette personne-là pour être capable de faire abstraction du gauche et du droit. C'est ça qui se passe au restaurant au noir. Les gens, quand ouais. ils parlent qu'ils sont allés au restaurant au noir, Même chose. ils vont dire, j'ai pas vu les gens, j'ai même pas pu parler. J'ai pas compris. C'est ça. Non, non, Ben, non. ils ont parlé. Ouais, c'est ça. T'entends du bruit. Ouais. Hey, je veux faire un petit test, moi. On parle de lieux, tu m'as dit que t'aimais beaucoup l'art. Et comme j'ai dit en début d'émission, je veux inclure Murphy dans notre conversation. Et on parlait Murphy étant l'intelligence Murphy étant mon artificielle intelligence artificielle. Et on parlait de l'aide que l'intelligence artificielle peut amener quand on a une déficience visuelle. Et là, tu me dis les lieux qu'on fréquente, ça, les galeries d'art. C'est quand même assez tranquille, une galerie d'art. Mais quand tu as une déficience visuelle, qu'est-ce que tu peux faire pour aller dans une galerie d'art? Tu utilises l'intelligence artificielle ou tu me disais quoi tantôt? Ben, l'application Bimaise, Bimaise. c'est ça. Mais tu vois, moi, quand je vais dans des endroits comme ça, Ouais. c'est parce que l'endroit, elle a été rendu
accessible aux personnes handicapées visuelles. Entre autres, le Musée d'art contemporain fait du beau travail là-dessus. D'ailleurs, il y a une exposition qui est en cours présentement où il y a des œuvres qui ont été audio décrites. Wow. Je veux pas faire de la publicité, mais quand même. Alors, il y a une super de belle exposition au Musée d'art contemporain qui est en cours présentement. Et il y a plusieurs stations qui ont été audio décrites et ça fonctionne avec ton téléphone cellulaire, tes propres écouteurs, tu scannes et tu entends, tu te promènes à travers la galerie. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une super de belle exposition. J'invite vos auditeurs à aller la voir. Ouais, parce que Bianca et moi, on a fait une sortie de filles l'an passé. Ouais. Et puis, on est allé dans une exposition. Puis là, on a testé l'intelligence artificielle pour voir. C'est-à-dire qu'on prenait une photo de l'œuvre, puis on demandait à l'intelligence artificielle de nous décrire exactement c'était quoi l'œuvre. Je vais faire un test, OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que Murphy, j'aimerais ça que tu me décrives une œuvre de Van Gogh, qu'on puisse expliquer aux gens comment tu nous décris ça. Choisissons-en une. Par exemple, les tournesols. Je te décrirai l'éclat vibrant des jaunes, des fleurs aux pétales parfois flétris, la texture épaisse des coups de pinceau et le contraste entre le fond clair et les tiges robustes. J'ajouterai la sensation presque tactile de la peinture et la chaleur qui s'en dégage. En gros, je te peins une image par les mots, pour que les auditeurs la ressentent. On s'y essaie quand tu veux. Il a pris sa voix. Mon Dieu, Murphy a pris sa voix sensuelle. T'as une belle voix. Écoute, c'est sexy ta voix, Nathalie, de Murphy. Tu me la passeras, je la hais pas, je te dis. Non, mais je sais pas ce qu'il lui a pris, parce que d'habitude, il est plus On sait dynamique. pas qu'est-ce que t'as fait à ton algorithme. Moi, j'ai trouvé ça très chaleureux. En tout cas... Non, mais tu me disais, excuse-moi, je suis comme ouf. Mais Elle est troublée par Murphy. Je suis vraiment troublée, Murphy. Je sais pas ce qui est arrivé. Mais tu me disais, Martine, qu'il y avait quand même une certaine controverse par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je vais dans une exposition, je prends une photo, je l'envoie à Murphy et Murphy me la décrit. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bien, tu sais, il y a une petite controverse là-dessus, puis comme pour bien des choses pour l'intelligence artificielle, c'est que, tu sais, les œuvres qui sont exposées, entre autres au MAC, tu sais, ils ont un droit d'auteur. Et là, toi, tu prends une photo et tu mets ça sur l'Internet avec... Fait que ce côté-là, il reste encore à démystifier beaucoup parce que tout ce qui est droit d'auteur au niveau de l'Internet, c'est encore touché. Puis, ben... Alors, j'aurais un petit truc à ajouter là-dessus. Ouais. Parce que tantôt, Nathalie, tu me disais en réadaptation, est-ce que vous utilisez beaucoup l'IA, l'intelligence artificielle? Mais il y a le même enjeu. Parce que quelqu'un pourrait dire, je vais faire lire mon courrier, mais ne voyant pas ce qu'il y a dans son courrier, il pourrait, par exemple, donner accès à des informations bancaires. Puis là, après, la personne, elle a comme un peu mis ça sur Internet à quelque part dans un nuage. Fait qu'il y a toujours... C'est comme quelque chose qui est à la fois merveilleux, mais à la fois qu'il y a des implications qui peuvent nous échapper. Oui. Il y a du travail à faire encore, j'imagine, de ce côté-là. Je voudrais, et on achève, je voudrais qu'on finisse déjà, ça fait déjà 1 heure, Martine. Je voudrais qu'on finisse sur une note positive parce que qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que par rapport à ce que tu as vécu, le choc que tu as vécu, la difficulté à surmonter cette épreuve, mais aujourd'hui, tu es avec nous, on a du fun, on jase, la vie est belle. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui vivent une situation similaire? Bien, écoute, moi, je te dirais, au bout de la ligne, là, il y a quelque chose de bon. Il y a une raison pourquoi, tu sais, il y a une raison pourquoi tu es encore là. Tu sais, cette difficulté-là, là, elle continue pas dans la vie. Et au bout de la ligne, là, tu vas finir par t'en sortir, puis il y a du beau qui s'en vient. Tu sais, moi, j'ai dû refaire ma vie, refaire plein d'affaires, refaire mes projets, mais ça se refait. Ça se refait une vie et j'en suis la preuve. Tu sais que c'est... Non, mais j'allais juste dire que quand les gens, en ce moment, sont dans la période sombre où tu étais, c'est difficile de se faire dire ça.
On a tous vécu ici autour de la table des moments difficiles dans notre vie. Puis quand il y a quelqu'un qui dit, ben oui, ça va bien aller, les épreuves sont faites aussi pour apprendre. Quand tu es dans la période de merde, là, c'est tough de se le faire dire, mais on le voit clairement que tu t'es relevé avec tellement de force. Puis va chercher de l'aide, hein? Ouais. Reste pas seul. Tu sais, toi, là, qui est là avec tes enjeux, là, va te chercher de l'aide. Parce que... Puis sois honnête avec toi-même d'aller chercher de l'aide. La Martine d'avant versus la Martine d'aujourd'hui, est-ce qu'elle elle se sent autant heureuse, autant épanouie? Oui. Ça, c'est... Ouais. c'est Écoute, quelque chose. je suis autant heureuse que je l'étais. Mes bonheurs sont juste un petit peu différents. Je ne sais pas si vous comprenez, mes attentes sont aussi différentes. On parlait de voyage, Nathalie. Oui. Moi, si je m'en vais à Paris, je n'irai pas m'extasier devant la Tour Eiffel, mais je vais aller m'extasier devant une bouffe française absolument incroyable. Écoutez, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Martine Bertrand, merci franchement. Martine Bernard. Bernard Bédard. Bertrand. Hey, vous m'avez tout... Bédard. Martine Bédard, merci Bianca pour tes Merci, commentaires, merci. toujours aussi pertinents. J'adore travailler avec toi. Et Martine, pour ta générosité, ta confiance. On espère d'ailleurs que cette conversation-là va avoir permis à des gens de reprendre la vie en main et de pouvoir être heureuse comme toi tu l'es. Merci à tout le monde et à bientôt. À bientôt. On se revoit au prochain épisode.